bienvenue sur l'émission La Table Ouverte. Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast avec mes chers collègues et compatriotes Tonio, Polo et Sampra, ici pour vraiment soutenir les parcours d'entrepreneurs, au parcours atypique, inspirant. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Devika avec nous. Donc je dis, on l'applaudit, elle est avec nous. On va te donner de la force, c'est important. Non, mais voilà, vous avez compris l'objet de ce podcast, c'est vraiment d'aborder des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'école, dans la vraie vie, mais aussi dans les réseaux sociaux. Et l'ambition de ce podcast, c'est vraiment d'être utile pour vous, de vous donner des vrais tips et vraiment de donner des éléments qui soient actionnables pour votre propre vie, notamment dans le business et dans l'entrepreneuriat en général. Donc Devika, merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec nous. On est très contents et on sait que tu as ouvert un concept assez atypique avec ton collègue Rémi. Vous avez créé un coffee shop. Tout à fait. Qui s'appelle Yellowco Coffee. Exactement. Ouais. Alors c'est un coffee shop. Le terme de coffee shop, il est compliqué parce que coffee shop, ça veut dire tellement de choses différentes selon les pays. Même en France, c'est déjà différent. C'est pas un coffee shop dans le sens où on va proposer que du café de spécialité et ce genre de choses. C'est vraiment plus un endroit qu'on va appeler lieu de vie, mais ça c'est pareil, c'est beaucoup utilisé comme terme. En fait, ça va être un endroit où grosso modo, on peut venir prendre un petit déjeuner, bruncher, prendre un goûter, mais on organise aussi des ateliers créatifs et des événements. Donc l'idée, c'est que c'est un endroit où ça rassemble. Ça peut être un resto classique, on peut venir vraiment pour un restaurant, mais on peut venir aussi justement participer à un atelier, un événement plutôt ludique, ce genre de choses. Et l'idée, c'était de créer un lieu dans un centre-ville en construction où les gens pouvaient se rassembler dans un endroit différent d'un restaurant. Parce que le restaurant, en général, on va manger. J'ai l'impression d'être en pitch. C'est un vrai talent, tu sais, de pitcher, parce que c'est leur. Mais on disait que tu vois, entreprendre, c'est prendre la parole, prendre décision, prendre action. En vrai, c'est une vraie capacité. Donc, si on ne sait pas prendre sa place, c'est compliqué dans le business. Donc, en vrai, je l'ai tellement réussi. C'est très bien, tu maîtrises ton pitch, c'est parfait. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire qu'au restaurant, on y va, on va manger, c'est sympa, c'est un bon moment, mais souvent, ça s'arrête au restaurant et ça reste un lieu où, selon les restaurants, il y a un peu de distance. On sait qu'il y a l'équipe, etc., qui nous sert, mais il y a une certaine distance. Nous, par exemple, la cuisine, elle est en partie ouverte. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit j'irais pas jusqu'à dire comme chez soi, parce que je trouve que si on sort, c'est aussi pour pas être comme chez soi, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais qu'il y a quand même le côté où, on essaie d'enlever cette distance-là et les gens peuvent justement rester, participer à l'atelier juste après, rester ensuite traîner pour le goûter. Enfin voilà, c'est un mélange de plein de choses, quoi. C'est hyper audacieux. Souvent, en fait, je disais que quand on crée un concept hybride et qu'on essaie vraiment de mettre du sens, c'est magnifique parce que ça correspond vraiment à l'ADN des créateurs, des fondateurs. Et l'enjeu majeur, je pense, dans ce concept-là, c'est vraiment d'être compris. Ouais. C'est d'être compris, en fait, dans ce qu'on propose. Parce que quand on n'est pas dans les cases, très compliqué. Hein. C'est pour ça que je disais le mot coffee shop. En fait, nous, quand on a pitché notre projet pour les banques, pour tous les interlocuteurs qu'on devait convaincre, en fait, on utilisait le mot café. Mais c'est pareil, surtout en France, café... il y a les plus anciennes générations qui vont considérer que c'est plus un bar-tabac ou un resto-brasserie. Il y a les cafés, ceux qui vont connaître un petit peu plus les modèles de café que nous, on a un peu plus l'habitude, mais qui sont surtout à l'étranger, où ça va être limite coworking. Donc, il y a beaucoup qui nous disent, en fait, c'est un coworking, mais non, pas du tout. Donc, et en fait, le mot café, il veut dire tellement de choses et en même temps rien, quoi. Donc, le plus difficile, et on voulait parler de café concept, mais je trouve aussi que le mot concept, c'est pareil, ça veut tout et rien. C'est un fourre-tout encore. C'est un peu genre, on ne sait pas comment on n'a pas de mot qui nous définit, donc on vient prendre le mot de concept, ce qui est OK parce que forcément, s'il n'y a pas de mot, il faut bien essayer de se débrouiller, c'est ça. Mais du coup, et même coffee shop, ça ne décrit pas entièrement. C'est une partie de l'expérience. C'est ça. Et c'est ça qui n'est pas évident. Donc du coup, la question, c'est que vous avez tenté, vous avez plus que tenté, vous l'avez fait. Vous avez ouvert le truc et ça fait depuis mars 2025 quand même, mine de rien. Mais c'est un projet de longue haleine, comme tu m'expliquais que ça faisait très longtemps. Ça fait, alors avant l'ouverture, en gros on a ouvert le 19 mars et avant ça on a travaillé pendant 2 ans et demi sur le projet et 2 ans et demi dont une bonne partie du temps en full time, quoi. Donc après il faut aussi savoir que autant mon associé, parce que du coup on est 2, mon associé comme moi, c'était une reconversion. Parce que du coup, je pense que ça va te parler. Mais on se rend tellement compte maintenant qu'avec toutes les connaissances qu'on a accumulées et aussi les gens qui bossent avec nous, qui sont issus du milieu de la restauration, il y a tellement de choses qu'on aurait pu faire plus vite
mais qu'en fait, on partait tellement de zéro qu'il fallait aussi... disons que si on avait le bagage restauration derrière nous, je pense qu'on aurait économisé, sans exagérer, 1 an de travail. Mais on partait de tout ça. Et puis, il y a aussi le fait, assez spécifique, c'est qu'on avait un local qu'on appelle brut de béton. Donc, en fait, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de vitre, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de cloison, il y avait vraiment juste le béton. Il n'y avait même pas la chape de béton au sol. Donc, d'un côté, c'était une toile blanche. Donc, super cool parce qu'on en fait vraiment ce qu'on veut. Mais d'un autre côté, fallait savoir la remplir, cette toile blanche. Donc, ce qui fait que, pareil, on avait un budget limité qu'on mettait déjà dans l'investissement pour pouvoir avoir un prêt. Donc, on ne pouvait pas prendre d'architecte. Donc, du coup, on a dû faire tous les plans nous-mêmes, les dossiers pour la mairie, pour les travaux, comme c'était des gros travaux et tout ça. Et ça nous a pris des mois et des mois, quoi. Ouais, parce que même en termes d'implantation, le flux, comment tu fais au niveau de la plomberie, où est-ce que tu positionnes l'agencement, tes outils, ta machine, les équipements, comment il faut prévoir le nombre de prises par rapport à ton plan de production, pour pas en fait flinguer ton flux, quoi. Le nombre de prises, dit comme ça, c'est tellement un détail. Ah non, mais c'est pas un détail. Le nombre d'heures qu'on y a passé. C'est stratégique. Mais parce qu'après, si t'as pas assez de prises, t'es mort. Merde. T'es mort. Tony, il est dedans. Dans les prises. Je suis en train de me dire, moi j'ai mon archi. Attends, mais mais je me reconnais beaucoup à travers toi. Au début, tu avais fait tout vous-même. Ouais. Alors, les gros travaux, par contre, la partie vraiment gros travaux, tout ça, on l'a pas fait nous-mêmes. On n'a pas... C'est vrai qu'il faut y penser, tout ça, tu vois. Ouais. Et avec le recul, tu aurais pris un archi aujourd'hui ou... On s'est posé la question. Ouais. Alors, là, maintenant, je te dirais non, parce que je suis trop contente d'avoir acquis toutes ces connaissances et que je me dis, si on renouvelle l'expérience, que ce soit un autre café, que ce soit carrément aussi... C'est acquis. La compétence est là. Et aussi, je trouve un truc hyper important, on peut pas le faire dans tous les domaines, c'est que si un jour on fait appel à quelqu'un, on saura aussi le challenger. Ouais, et puis si c'est bien fait, entre guillemets, et on pourra discuter plus facilement en connaissance de cause. C'est plus facile que de dire ok, faites, et puis à la fin de se dire ah bah merde, c'est pas du tout ce qu'on avait besoin. Ouais. Mais quand on était dedans, plus d'une fois on s'est dit ah putain. Et plus d'une fois, on s'est dit, souviens-toi que là, on vient d'économiser 5 000 €. Là aussi, on dirait, ok, bon, on va pas dormir ce soir. Mais sur le coup, franchement, pendant les dossiers, c'est un des moments où, psychologiquement, alors que pareil, comme ça, tu te dis, c'est pas un truc de fou, ça va, tu vois. Mais je pense que c'est le cumul. Tu cumules et surtout, tu peux payer très cher. C'est ça. Et que tu te dis, ça se trouve, on va ouvrir, on aura fait n'importe quoi. Tu vois, c'est exactement ce que je fais lorsque j'accompagne des personnes dans le business du bubble tea shop. Justement, en fait, c'est le bubble tea shop, mais souvent, c'était pas que le bubble tea, c'était bubble tea plus un concept salé qui accompagnait en globalité. En fait, le bubble tea, c'était juste un outil. Mais ça peut être un bubble tea avec du bagel, ça peut être du donut, ça peut être vraiment bubble tea plus quelque chose. Et à chaque fois, l'enjeu, c'était de se dire comment on fait en sorte que le flux des deux produits soit vraiment complémentaire. Et comment faire pour que ça ne crée pas de conflit. Parce qu'en vrai, on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'au moment où tu sors en fait, ton outil de production, si tu n'arrives pas à sortir les produits dans un temps raisonnable et qu'il y a un délai d'attente, qu'il y a un goulot d'étranglement, mais c'est mort. C'est du chiffre que tu perds. Et c'est tellement... Enfin, ça se joue tellement sur des détails, entre guillemets, qui, mis bout à bout, ça crée... Après, moi, j'avoue, c'est ce que aussi je me suis rendu compte que j'aime dans la restauration. Parce qu'il y avait aussi un risque, c'est qu'on fasse tout ça et que ça ne nous plaise pas. Et ça aussi, je pense, psychologiquement, quand on faisait les dossiers et tout, ça jouait. On se disait... Putain, mais là, on se lance dans un truc, ça se trouve, on va ouvrir et en fait, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Alors, attends, c'est intéressant ce que tu dis, ça se trouve, ça va pas nous plaire. C'est très fort ce que tu es en train de dire, parce que là, quel était le sens dans ce cas-là? Quel était le pourquoi? Alors, je pense que, je vais pas parler pour mon associé, parce que je pense qu'il y a que lui qui saurait décrire aussi bien. Ce que je sais de sa situation à lui, c'est qu'il était salarié, il avait un métier, il était data analyst, donc un métier vraiment derrière l'ordinateur, très, entre guillemets, terre à terre. C'est pas du tout péjoratif, mais c'est vraiment factuel. Oui, c'est factuel, tu regardes les chiffres. Et c'est ça. Et en fait, il sentait que c'était un moment où il se retrouvait plus dans ce qu'il faisait. Il avait aussi cette envie de développer un projet entrepreneurial. Il l'avait jamais fait. Et donc, du coup, c'est ça qui lui a envie de faire ça. Moi, en gros, c'est une longue histoire que je vais essayer de résumer. Mais j'ai fait de la pâtisserie en tant que loisir assez jeune. J'ai ouvert mon blog de pâtisserie et au tout début, c'était mon premier vrai projet où j'ai créé mon site et tout ça. Donc, j'avais 19 ans, je crois. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire après. Et je me disais peut-être un jour ouvrir un salon de thé. Mais j'ai essayé de me renseigner assez rapidement et je me suis dit c'est difficilement rentable les salons de thé.
Et je commençais déjà à me dire la quantité de temps que je vais passer à produire pour vendre des produits qui se vendent à... Bon, maintenant, ça se vend un peu plus cher, mais aussi parce que les coûts sont plus chers. C'est pas juste parce qu'on fait plus de bénéfices. C'est surtout le concept, en fait. Quand on ne sait pas et qu'on n'a pas d'identité, on ne se rend pas compte qu'en vérité, le monde de la boisson est... c'est vraiment c'est des projets très rentables. Je peux t'assurer que les bébés shops que j'accompagne sont rentables. Mais pour arriver à ce niveau-là, tu vois, il faut que tu aies un volume. Ça va. C'est pas secret. La franchise, acheter la franchise. Il y a soit la franchise addictive, soit il y a l'accompagnement booster. Tu choisis. Il n'y a pas encore là. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas. Ça arrive. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Ensuite, moi, j'ai toujours été à mon compte, mais soit en freelance, soit on en parlait en accompagnatrice entrepreneuriale, mais beaucoup digital. Parce qu'il y avait eu le Covid aussi. Oui. Donc, c'était obligatoirement digital. Et après, le temps que tout se remette en place, qu'on puisse refaire du vrai contact, moi, j'étais un peu arrivée à bout de ce que je pouvais donner derrière un ordinateur, quoi. J'étais vraiment... j'en avais ras-le-bol de rester chez moi, derrière l'ordi. Je ressentais le manque de sociabilité professionnelle, de réseau et tout ça. Et puis, je me rendais compte que je m'épanouissais difficilement dans ce que je faisais parce que il y avait une certaine pression et attente de résultats de la part des personnes que j'accompagnais, qui était logique, mais qui en même temps, pour moi, c'était difficile de... pour moi, on peut accompagner, mais on ne peut pas garantir de résultats. Le résultat, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et bon, j'arrivais à bout de ce truc-là et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose plus physique pour changer. Donc, je suis devenue responsable d'une boutique de producteurs locaux, donc rien à voir. Okay. Et en fait, en tant que quasiment salariée pour le coup. Et je me suis dit, en fait, j'aime bien ce truc-là, j'aime bien le côté contact client, faire quelque chose de physique, tout ce qui était alimentaire, moi, c'est ce qui me plaisait, donc relier un peu ce truc alimentaire. Et je m'occupais aussi un peu de la communication et tout, donc je me suis dit, c'est hyper divers et tout. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça qu'il me faut, c'est que je me lance enfin dans un lieu. Et j'ai toujours eu envie de créer des événements et des lieux. Ça, c'est mon côté... genre, pour tous mes anniversaires, tout comme ça, je fais des événements à thème, l'excès, quoi. Et donc, voilà, c'était un peu... En fait, le café, c'est un peu genre toutes les pièces qui collaient un peu vers ce projet à ce moment-là. C'est la suite, c'est logique. Ouais, voilà. Mais je ne pouvais pas le deviner avant, quoi. Ouais. Et donc, en fait, j'avais cette envie-là de créer un endroit où les gens peuvent se sentir bien. Pareil, c'est cliché, mais en vrai, c'est la base de tout. Peuvent se sentir bien, un peu un repère, et aussi un endroit où on est basé à côté de Val d'Europe. C'est un endroit qui est assez touristique et qui est un peu à la croisée de beaucoup de choses. Et j'avais envie d'un endroit où tu peux avoir des Français de toutes générations, de toutes origines, etc., des touristes, et qui est un peu un mélange de tout ça. Et comme je disais, que ce soit pas juste un lieu de passage, qui est aussi un côté un peu vivant, les gens s'arrêtent, prennent le temps et tout ça. Et du coup, c'est ça le pourquoi. Hein. C'est vraiment cette envie-là de créer un truc où les gens prennent du plaisir. Et après, moi, plus égoïstement, entre guillemets, et professionnellement, le côté dépense physique que je cherchais beaucoup plus dans mon travail, de ne plus être derrière l'ordinateur, et d'avoir un truc où je peux aller au bout de mes idées. Je me suis rendu compte que ça met du temps, donc je ne fais pas toutes les idées parce que sinon je dormirai vraiment jamais. Mais le côté de se dire, en fait, là, ça y est, j'aurai l'endroit où, par exemple, Noël, c'est une période que j'adore. J'ai décoré à foison le café à Noël. C'était mon kiff perso, quoi. Et je me suis dit, en fait, OK, c'est un truc qui peut et être utile pour les gens et répondre à un besoin, parce que c'est quand même la base de n'importe quelle entreprise. Et moi, répondre à mon besoin et ma situation actuelle, quoi. Voilà. Te réaliser. Je sais pas si j'ai tant résumé que ça, mais... Mais alors, du coup, il y a un truc qui m'interpellait, c'était le nom de l'enseigne. Ouais. Pourquoi ? Alors... Parce que c'est jaune. Exactement. Non, mais il y a... Merci. Merci, Tonio. La déduction. De voiture et jaune. C'est vraiment fort. Non, mais... T'inquiète. Je suis là pour ça. On aurait dû te prendre dans le brainstorm. Ouais, en vrai, de vrai, c'était une des premières contraintes. On avait besoin d'un nom qui se lit en français et de manière anglophone, puisqu'il y a le passage des touristes, voilà. Et on s'est dit, après, ça peut être aussi la French Touch, tu vois, le nom avec un petit accent, un truc comme ça. Mais on voulait quand même que ce soit lisible et facilement compréhensible. Le côté coffee, c'était pour nous le mot qui, justement, réussissait à exprimer le fait que c'est un endroit où, quand même, on peut boire du café.
On peut prendre un petit déj ou un brunch. Enfin, on comprend que dans Coffee, on sous-entend que potentiellement on peut aller manger ou boire quelque chose. Donc ça assemble les deux. Et Yelloco, en fait, on cherchait un nom assez court qui exprime le côté convivialité. On a cherché plein de choses. On s'est arrêté sur Homies Coffee à la base. Donc Homies, ça signifie pote. Et on s'est dit, ça se lit par les Français et s'ils connaissent pas le mot pote, ils reconnaîtront à peu près maison. Donc il y a un côté, ils comprendront même si c'est pas la traduction littérale. C'est lisible en anglais. On a tout fait, notre charte, tout. Et là, il y a Jurus qui nous a dit, vous pouvez pas utiliser ce nom-là, c'est déjà utilisé presque la même chose, pas ici, mais on avait trop de risques en fait. Et on s'est dit, faut tout refaire. Et en fait, on n'avait pas d'idée, on a cherché plein de noms et il y a beaucoup de choses qui sont déjà prises. Et moi, en fait, j'avais Yelloco, c'était le nom de mon activité d'accompagnatrice entrepreneuriale, parce que je savais que je voulais que la couleur ce soit le jaune. Parce que je trouve que le jaune, c'est une couleur que j'aime beaucoup, ça représente un peu la vie, c'est chaleureux, ça contrecarre un peu le gris du ciel qu'on connaît en Île-de-France. Donc voilà, et on avait fait un premier brainstorming avec mon associé, qui est maintenant mon associé, mais qui à la base m'aidait juste à trouver un nom pour mon ancienne activité. Okay. Et avec ma famille, on a fait ce brainstorming et on a trouvé Yelloco à la fin. Et on s'est arrêté là-dessus. Donc j'ai exploité Yelloco avec mon activité perso pendant 3 ans. Et après, quand on a dû retrouver un nom, on a cherché pendant des semaines. Et après, en rigolant, on dit sinon, Yelloco, on n'a qu'à reprendre ça, quoi. Après, je dis non, ça fait bizarre. Après, on s'est dit, en fait, non. Et puis, on avait déjà décidé de mettre du jaune, du orange à l'intérieur. Et on s'est dit, en fait, on le prend. Et puis, il y a juste le Yelloco Coffee qui fait que parfois, les gens disent Yellow Coffee, parce que c'est mais c'est plus simple. Mais on se dit, avec la DA et à force de répéter, ça va rentrer dans la tête des gens comme n'importe quelle marque, quoi. N'importe quel nom de marque, au début, c'est pas forcément... je pense que... On sous-estime souvent le choix de... comme nous, on a un peu galéré avec le nom du podcast. Ouais. Trouver la bonne formulation. Et au final, comme toi, en fait, nous, c'était juste sous nos yeux avec l'histoire de la table. Ouais. Mais c'est souvent des petits trucs comme ça. C'est le gros débat de trouver le nom, alors qu'en fait, c'était le sujet principal, trouver une table. Ouais. Pour l'émission, je dis, tu sais quoi, on va l'appeler à la table. Vraiment, ça sera plus simple. Parce qu'en vrai, ça réunit tellement de sujets. Quand on est autour de la table, on aborde plein de trucs. Que ce soit dans les foyers, en fait, c'est vraiment l'objet qui rentre dans toutes les situations sociales. Ouais, c'est ça. On le retrouve partout. Donc on s'est dit, dans le monde entier, on a besoin d'une table. Ouais, carrément. Mais c'est ça. Et puis, il y a tellement de noms qui sont pris aussi. Et puis, après, je me dis aussi, il y a plein de choses auxquelles nous, je pense qu'il faut bien penser plein d'éléments. Mais je pense qu'il y a aussi des choses parfois où nous, on se met une pression de fou en se disant, c'est ça qui va tout déterminer. Et en fait, dans ta famille, t'es fille unique ou j'ai un frère? T'as un frère? Lui aussi, il entreprend ou non, lui, c'est plutôt... alors, lui, il fait du dessin. Il a ça comme loisir et qui, parfois, ça lui permet... c'est lui qui a fait le logo, par exemple, pour le café. D'ailleurs, l'atelier du vendredi, c'est lui. Hein. Non, pas encore. Il habite pas assez proche, mais j'aimerais bien. On a déjà tenté de le convaincre, mais pour l'instant, on n'a pas eu. Ouais, du coup, alors lui, il a quand même ce côté un peu artistique, mais il est salarié par ailleurs. Exactement. Et dans ta famille, tes parents, du coup... Ils sont salariés, ils ont toujours été salariés. Alors, pas toujours. Ils ont une librairie, d'ailleurs, on en a parlé récemment, à un moment donné, et ils nous disaient, c'est marrant, vous m'avez jamais trop parlé de ce truc-là. Ils se disent, parce que pour nous, c'était une mauvaise expérience. Ils l'ont pas gardé 1 an. Et ils n'en ont pas forcément un bon souvenir, c'était pas une bonne période, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, derrière, ils m'ont dit, quand tu nous as dit que tu voulais ouvrir un café, on s'est dit, oh putain. Mais ils ont, par contre, l'ouverture d'esprit et le côté soutien incroyable de dire, c'est pas parce que nous, on s'est planté que on va pas... parce que je pense que... Transférer les peurs. Et je pense que naturellement, quand t'es parent, c'est super difficile de pas transférer tes peurs et ton vécu sur tes enfants. Et là-dessus, c'est vrai que j'ai de la chance d'être hyper bien entourée. J'ai pas grand monde. Dans mon entourage proche, j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs, voire pas, je crois. Mais par contre, c'est des gens qui ont un soutien énorme. Et ça, c'est super. Mais qui comprennent pas, du coup. C'est un soutien émotionnel et tout ça, super. Mais oui, je pense que... Faut pas attendre. Non. Faut pas attendre plus que ce qu'ils peuvent donner, en vrai. Et c'est à nous, en fait, d'aller chercher finalement le tout lieu. Comme des collègues pourraient
quand on est dans un travail salarié, on parle plus facilement de travail avec nos collègues parce qu'ils connaissent le quotidien, ils savent ce qu'on vit. Bah, c'est logique aussi que dans nos métiers, c'est pareil. En fait, si c'est pas tes collègues, c'est difficile de comprendre, quoi. Comment c'est que tu t'es associé? Comment t'as trouvé ton associé? Alors, déjà, comment ça se fait que je me suis associée? J'en pouvais plus de bosser toute seule. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez sociable. Enfin, j'aime bien être entourée. J'avais du coup mes différents projets où j'étais seule. Et j'étais contente de ce que j'avais fait. Honnêtement, je m'étais vraiment... à la fin, j'étais fière de moi. Genre, j'en avais marre, mais je m'étais pas dit oh, « t'as tout raté ». Mais juste, je m'étais dit, bah là, je sens que mentalement, j'ai besoin de quelqu'un pour échanger. En fait, j'arrivais plus à prendre mes décisions de manière rationnelle, raisonnable. Et je sentais aussi que je pouvais aller moins loin, en fait. Je pense que ça dépend énormément des caractères. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à aller très loin seuls. Moi, je sentais que c'était pas mon cas et que... on en parlait tout à l'heure, j'ai une notion de plaisir dans le travail qui est hyper importante. Enfin, pour moi, c'est la place quasi centrale. Et je sentais que je prenais plus de plaisir à travailler toute seule. Et je me disais, j'ai pas envie de vivre ma vie comme ça, en fait, à me lever et me dire, ah putain, allez, motive-toi, fais-toi ton petit déjeuner équilibré, lance-toi et let's go. Genre, j'avais besoin d'échanger. Ça a changé, là. Maintenant, tu fais que d'échanger, là. C'est ça. Tu dis bonjour. C'est ça, c'est l'inverse au peu. Bon, il y a un moment, il y aura besoin de temporiser. Et du coup, mon associé, on s'est rencontrés à la fac. Donc, je sais pas, on est en 2025. Donc, ça doit faire presque 10 ans qu'on se connaît maintenant. On se connaît très, très bien. On se connaît d'un point de vue personnel. On n'a jamais travaillé ensemble, mais on a toujours énormément échangé sur plein de choses, plein de sujets. Et on s'est toujours très bien entendus. On a énormément d'amis en commun. Et on était aussi très complémentaires professionnellement et caractériellement, je sais pas si ça se dit. Dans le sens où moi, je vais être plus comme ça, sociable, émotionnelle. Enfin, je vais être assez... quand je vais vouloir me lancer dans un truc, je vais y aller à fond. Je vais mettre toute mon énergie. Je vais pas forcément canaliser, doser, etc. Lui, ça va être plus ce qu'on va appeler la force tranquille, dans le sens où c'est un peu l'inverse. Il est posé, il est rationnel, il est calme. Quand on a un projet, on échange, on structure. Tous les deux, on structure, mais de manière différente. Mais du coup, ensemble, on structure vraiment bien. On canalise les choses. Enfin, il canalise les choses. Il a aussi des idées. Il est hyper créatif. Mais c'est pas la même manière de travailler. Mais ce qui fait que quand on travaille ensemble, je trouve que ça s'imbrique très bien. Donc ça, c'est une vraie force. Et professionnellement, c'est vrai que moi, j'ai toujours été dans le marketing et la communication. J'avais l'expérience entrepreneuriale, mais toute seule. Donc, j'avais ces connaissances-là. Et lui, justement, il avait le côté plus analyse financière, tout ce qui est plus, ce que je vais considérer terre à terre. En vrai, il faut. Et tout ce qui est aussi, pareil, structure de l'entreprise. Où là, aujourd'hui, on commence à avoir une équipe. Je te regarde parce que je sais que tu es passé par là. J'ai vu, je suis tes stories. Ouais, on a commencé. J'aime bien les petites histoires comme ça. Je suis tendance. Ça me rappelle ma jeunesse. On dirait un papy, lui, à côté, là. On dirait le vieux daron, là. J'ai un pote Mathieu, on dit ça. Il m'a dit, ouvrir, c'est facile. C'est le conserver qui est dur. C'est exactement ce que je Tu vois, c'est... voilà. L'étape des 3 ans, tu vois, tu deviens crédible au niveau de la banque qu'après 3 ans. C'est ça. Moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Il y en a plein qui nous disent « Ah, vous avez ouvert un café » et tout. Dans ma tête, je me dis « Les gars, on vient d'ouvrir. » Enfin, oui, c'est déjà super et c'était déjà énormément de travail. Mais attendons de voir la suite parce qu'en vérité, c'est ça. Ça fait partie des trucs hyper difficiles, quoi. Les 3 premières années, faut bosser vous. Ne déléguez pas tout de suite. Parce que forcément, si vous déléguez trop vite, vous allez créer des charges qui sont... non compressibles. Ouais. Tu vois, c'est exactement le questionnement dans lequel on est actuellement. Mais on a une autre problématique, c'est aussi le fait que si tu es que sur l'opérationnel, le stratégique et la communication et tout ça, on n'a pas le temps de le faire. Donc, on a repoussé. Là, en gros, pendant 9 mois, on était tout seul. Et après, ce que je disais aussi, on faisait des semaines de 70 heures. Au bout d'un moment, le corps, il te dit, là, calme-toi aussi. Et du coup, on a commencé à prendre à ce moment-là, parce que du coup, mon associé a une galère de santé. Et donc, moi, j'étais toute seule. Donc, c'était soit on fermait, soit on prenait des gens. Donc, on l'a un peu fait sous la contrainte. Et je me suis dit, à ce moment-là, vaut mieux ouvrir et perdre des sous que fermer
et faire perdre l'habitude aux gens de venir chez nous et de s'arrêter. C'est le tout un peu C'est hyper ça. compliqué. Et puis en plus, ça tombait au mois de décembre. On avait prévu plein de choses pour le mois de décembre. Il y avait ma super déco. La déco. Ça aurait été super dommage de rater ça. Les événements. Non, mais c'est le genre de truc qu'on en parlait, tu vois, quand t'es dans ton truc. Moi, j'étais là en mode putain, la déco. Alors que c'était tellement pas le plus important. Mais dans ma tête, j'avais préparé la carte de décembre. Enfin, je me disais, c'est trop dommage. On avait pris des gens pour communiquer sur les réseaux, pour prendre le relais. Enfin, plein de trucs où je me disais, on va pas s'arrêter maintenant. Et en même temps, je me suis dit, bah là, c'est une charge qu'on se rajoute. Donc, on n'a pas pris des salariés. On a bossé avec des gens qui étaient en freelance pour ce mois de décembre-là. Et on s'est dit, bah en fait, justement, je pense qu'on va essayer de trouver un juste équilibre. On navigue à vue, hein, mais de se dire, bah, on prend des gens quand même pour nous alléger et pour pouvoir continuer à développer, parce qu'on sent aussi, par exemple, nous, on change notre carte toutes les saisons, et on sent aussi que les gens, ils cherchent ce côté-là, de un peu... on voit les gens qui nous disent, ah, celle-là, vous l'arrêtez quand ? Ah, ok, bah, je vais venir pour manger le cinnamon roll, parce que je sais que dans une semaine, vous l'avez plus, quoi. Et on sent que ça, les gens, ils aiment aussi, et nous, c'est ce qu'on kiffe aussi, c'est que ça change, et du coup, bah, faut aussi qu'on ait le temps de bosser là-dessus, tu vois. Donc, on est un peu dans on essaie d'équilibrer, quoi. Et c'est surtout, en plus, tu vois, ce que je disais, tout l'enjeu aussi des enseignes aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de concurrents. Et ce qui est intéressant, en fait, dans la démarche que vous avez eue, c'est que vous avez vraiment capitalisé à mort sur l'expérience. Ouais. C'est-à-dire que vous vous êtes pas contenté de travailler sur un bon produit, parce que le bon produit, c'est ça qui est... Je sais, les amis, mais en restauration, c'est la base de faire des bons produits. Et le problème, c'est que les gens, ils sont là en train de se dire « Ah, mais c'est trop bien, c'est trop bon. » Mais ça, c'est normal d'être bon. Le fait en jeu, Quand ils vont au resto, c'est quand même pour manger. c'est ça, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que déjà, rien que ce basique-là, il y en a beaucoup qui l'oublient. Parce qu'en fait, faire un bon produit une fois, c'est pas la même chose que de le faire 1000 fois. Ah, ça, c'est sûr. Et c'est là l'enjeu, c'est-à-dire comment tu fais pour garder une constance, en fait, dans l'exécution au quotidien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que la constance est exécutée au quotidien, ça ne suffit plus maintenant. Ouais. Tu dois vraiment te distinguer par quelle valeur unique je propose en termes de positionnement pour que je ne sois pas comparable, que je sois vraiment pas perçue de la même manière que les autres. C'est ça. Et là, c'est toute la difficulté aujourd'hui, parce que quand on est... La réalité, c'est qu'avec les charges et la pression fiscale, on le sait, hein, faut le dire, c'est qu'il y a une vraie pression. Et aujourd'hui, ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a une standardisation des offres de consommation dans le food. Et quand tu vas voir le nombre d'enseignes de burgers, tout le monde fait des burgers avec des concepts différents. Ouais. Mais en vérité, on mange toujours la même chose. Tout se standardise, tout se normalise. Et en vérité, aujourd'hui, ceux qui vont gagner la bataille sur le terrain, c'est ceux qui vont oser avoir l'audace de faire des bonnes choses, peut-être simples, mais maîtrisées. Mais surtout, là, ils vont vraiment gagner en valeur perçue. C'est vraiment l'expérience. Ouais, carrément. Je suis complètement d'accord. Nous, en plus, on se positionne sur un secteur, le café brunch. On est en banlieue, mais sur Paris, par exemple, on sait que... je crois que là, maintenant, ça pousse tous les jours. Il doit y en avoir un nouveau qui ouvre. Il y a un vrai marché là-bas. Voilà. Ouais. Et en vrai, ce marché, il arrive. On le sent. On savait aussi que nous, on a eu le projet il y a 2 ans avant. Et on se disait, purée, ça prend tellement de temps que ça se trouve, on va ouvrir et il y en aura déjà 3 autres, quoi. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on capitalise beaucoup sur l'identité, sur l'expérience. C'est parce qu'on se dit, tant qu'on est les seuls ou presque les seuls, il faut qu'on se positionne comme l'endroit de référence et que les gens ils soient tentés d'aller tester les nouveautés ailleurs, parce que tout le monde va tester ce qui c'est normal. Et moi, la première, enfin, il y a un nouveau restaurant, je vais le tester, même si j'avais un restaurant qui fait le même type de cuisine ailleurs. Mais le but, c'est qu'après, ils disent, on était mieux chez Yellow quand même. Et ça, c'est ça en vrai, c'est le jeu. C'est pas. C'est le jeu. Comme tu disais, ça, tu vois, c'est pareil. Le fait de commencer à prendre du personnel, c'est maintenant où on rentre. En fait, on a l'impression que tous les 3 mois, on est dans un nouveau challenge, tu vois. Et là, on est dans le challenge de uniformiser la qualité de production. Parce que quand c'était nous, toi, c'est ton bébé. Bien sûr. Tu mets toute ta vie dans ton plat, dans ta boisson. Enfin, ça peut arriver avec la fatigue, ou même parfois, il y a des choses qui font que c'est un peu moins bon que d'habitude, ou c'est un peu moins... Ça arrive, ou ça arrive un peu plus froid, ce genre de choses. On essaye au mieux de le limiter. Quand c'est quelqu'un qui vient, il n'a pas la même... c'est pas sa vie qui joue. Enfin, nous, on joue pas notre vie non plus. Mais voilà, on a eu cette sensation. Voilà. Et puis, je trouve aussi que nous, quand c'est notre bébé, on va dire qu'on a le côté de... Si la personne, elle dit « Ah, c'était pas ouf », t'as l'impression que c'est à toi qu'elle dit ça, genre « Toi, t'es pas ouf comme meuf !» Tu dis « Ah, ok !» Et bon, il faut réussir à se détacher de ça, mais les premiers mois, c'est difficile.
Et les gens qui vont bosser avec nous, ils vont pas avoir ce même engagement et c'est normal. Enfin, n'importe quelle personne, on peut pas attendre un engagement tel que les entrepreneurs dans une équipe et ce serait démesuré. Mais c'est vrai que du coup, tu arrives à cette contrainte-là de te dire « Ok, nous, on a essayé de bien faire les choses. Maintenant, comment on fait pour que chacun fasse aussi bien les choses ? Et si c'est pas fait comme on veut, que la personne toute seule, elle puisse se dire « C'est pas assez quali, bon, je refais. » Plutôt que de se dire « C'est moins bien, mais vas-y, c'est bon, j'envoie. C'est pas grave, ce sera que sur cette table. » Sauf qu'en fait, non. Parce que le client, c'est sa table. Donc en fait, lui, il suffit d'une personne qui te dit qui ça n'a pas plu, il va pas forcément, en plus dans la restauration, les gens ils te le disent pas. Tu vois, ils vont sur internet et ils mettent le commentaire en mode c'est horrible ou se plaindre très vite, ouais. C'est ça, ou ils vont le dire à leurs proches. Mais et pareil, moi la première, quand je vais au restaurant et qu'on me dit maintenant je le fais moi parce que j'ai un restaurant. Et tu vois, quand t'as mangé, on te dit ça a été et que t'as pas kiffé et tu dis oui très bien merci. Et tu vois, je le dis maintenant. Moi aussi je le dis. Moi, je le dis pour corriger, je dis ouais. Ouais. Oui, Mais c'est là, en bienveillant oui, ça. donc, critique mais je pense que Oui, c'est c'est pas. Est-ce que c'est parce que toi, t'as ce côté de savoir que ça a un impact le fait de dire les choses? Oui. Je me dis, si tu dis pas. Aussi, il faut le dire. On va devoir, c'est ce que je dis aux clients. Je dis toujours, s'il y a un problème, dites-le moi. On trouve une solution. Mais maintenant, on punit trop. Ouais. Non, on est en mode où, ok, je ne reviendrai pas, mais je vais te punir. Je vais te mettre un mauvais avis direct. c'est ça. Mais c'est trop dommage. C'est brutal. Ouais, C'est brutal comme manière de faire. Ouais. Parce qu'il y a tellement de... Moi, c'est toujours ce que je réponds sur les commentaires. Alors, on a de la chance. Pour l'instant, on a beaucoup plus de commentaires. Heureusement, sinon je ne serais pas dans le même état. De gens contents que de gens pas contents. Mais bien sûr, des gens pas contents, ça arrive aussi. Et c'est le jeu. Et quand on voit le nombre de gens qui passent... Au début, moi, j'étais là genre... on va fermer ou j'ai tout raté dès qu'il y avait un commentaire qui n'était pas bien. Et maintenant, je me suis dit, sur la quantité de personnes qu'on sert, c'est difficile de faire un 100% de tout le monde super content. Il y a les goûts et les couleurs, il y a aussi un truc dans la restauration. Les gens, ils arrivent dans un mood déjà. C'est-à-dire que eux, ils ont leur journée, ils ont leur mood. T'en as, ils arrivent déjà en râlant, tu sais. Et tu te dis, eux, il va falloir faire un effort encore bien plus grand pour aller les chercher et qu'à la fin ils ressortent contents, tu vois. T'arrives à le ressentir ça quand... Ah ouais, il y en a franchement pas, tu sais. Franchement. En parlant de mood, est-ce que la vision, l'ambiance que tu as pensée pour le lieu pendant très longtemps, est-ce que les gens l'ont compris? Enfin, comment vous avez perçu la perception des gens? Est-ce qu'ils ont compris ce que c'était dès le début? Et est-ce que ça a évolué ensuite? Ouais. Et alors, nous, l'offre, elle a évolué. Au début, on faisait des choses dans des produits en vitrine. Ça veut dire que le matin, on faisait nos productions, on mettait tout en vitrine et les gens, soit ils prenaient emporter, soit ils prenaient sur place. On les servait au comptoir et ils allaient s'installer. Et il y avait quand même les ateliers, etc. Mais tu avais vraiment ce côté-là. Et les gens nous disaient « Ah, la déco, elle est super sympa, etc. » Mais justement, on ne retrouvait pas ce qu'on cherchait. C'est qu'en fait, les gens étaient trop de passage pour nous. C'est-à-dire qu'on avait un contact trop rapide. On s'approchait du coup même de la restauration presque rapide, dans le sens où c'était les gens sur la pause déjeuner, fallait vite servir, etc. Il y avait beaucoup de gens qui prenaient à emporter. Du coup, on était frustrés par ce côté-là. On se disait, ça se rapproche pas assez de ce qu'on veut. T'as pas eu le temps de parler. Ouais, c'est ça. En vrai, ouais. T'as pas le temps d'échanger, tu vois. Et donc, t'as pas le temps de fidéliser. Et voilà. Tu que deux, c'est pour ça. Bah oui, en plus, ouais. Devant, Rémi derrière. Exactement, t'as pas le temps. Et puis, ça t'apporte aussi une certaine pression, parce que les gens, ils ont une pause déjeuner courte. Donc, il faut que tu envoies leur plat. Eux, ils voient juste l'heure défiler sur la montre, quoi. Bah ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on est allé vers le brunch, parce que c'est tu vois, tu prends le temps pour un brunch. Convivial, ça me prend. Ouais, et puis en plus, t'as entrée, plat, dessert, tout ce que tu veux. T'as tellement de trucs à manger que tu peux que prendre ton temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a beaucoup de gens, quand ils passent au comptoir à la fin pour régler, qui nous disent « Ah, c'est super joli ce que vous avez fait, c'est original, ça change, on se sent bien chez vous. » Il y en a plein qui disent « Ah, c'est coloré et tout, ça fait plaisir. » Et on savait que cette déco-là, elle prendrait son sens dans la période où on est maintenant, en hiver, en fait. Parce qu'en été, il fait déjà beau dehors, c'est déjà coloré dehors. Donc, c'est moins contrasté. Alors que là, maintenant, quand tu rentres, je trouve que tu as vraiment le côté en mode « chaleureux ici !» Mais du coup, on est content de ça. Après coup, on s'est dit « Bon, on a bien pensé les choses au final, tu vois. » Le but du jeu, c'est de se dire qu'on veut d'autres perspectives dans le business. Parce qu'on ne fait que enjoliver les business avec des millions d'euros, des machins. Et en vrai, on a envie de dire soyons lucides, 95% des personnes qui entreprennent
Voilà, ils doivent démarrer, il y a des chemins, il n'y a pas de raccourci. Et la plupart du temps, la restauration fait partie des gros sujets pour pouvoir entreprendre. Et c'est un des secteurs qui est finalement très dynamique, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'aller justement comme toi sur le terrain, parce que c'est là où ils y trouvent du sens. Et pour les personnes justement qui s'intéressent à ce secteur-là, aujourd'hui, quand on est justement, c'est ton concept, on est d'accord, il est singulier, il est unique, et il ne pourra jamais ressembler à quelqu'un d'autre. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse à ce format-là, comment toi tu as constitué? T'as combien de surface? Combien tu payes en loyer? Enfin, voilà, tous ces éléments-là. Et puis surtout le chiffre d'affaires, parce que là, ça fait depuis mars. Alors déjà, je tiens à préciser un truc, c'est que tous les chiffres que je veux dire sont pas exacts, parce qu'il n'y a pas tous les montants en tête et qu'il y a plein de choses qui commencent à dater. Effectivement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est comme je disais, nous, c'était un local brut de béton. Donc déjà, on a eu un investissement très important de plus de 200 000 euros. Voilà. Ouais. Donc déjà, ça nous a calmé direct. Parce qu'il faut pouvoir déjà avoir ton apport et ensuite il faut aller convaincre les banques, ce qui n'est pas le plus facile. Vous aviez quoi en apport perso? On avait 15 000 chacun. Okay. Donc on avait 30 000 d'apport et ensuite il y a ce qu'on appelle le prêt d'honneur, donc un prêt à taux zéro. On a eu ça aussi qui nous a beaucoup aidé parce qu'en fait ça c'est considéré comme un apport aux yeux de la banque. Et du coup là vous avez réussi à atteindre combien avec ce prêt d'honneur? Je crois qu'on a eu 25 000 au total du prêt d'honneur. Ok, donc non, c'est pas mal parce que du coup vous êtes bien au-delà des 10%. Oui, donc c'est ça. Et en fait c'était inévitable parce que c'est de la reconversion pour nous deux. Une banque, elle va pas, en plus dans la situation actuelle économique. Du coup, on est sur une place où c'est neuf. Ouais. Donc, il y a encore des coques commerciales qui sont vides. Si vous voulez être nos voisins. Ou un brunch. Mais tout sauf café brunch. Oui, on crée de la valeur, oui. On a fait un Redco. Red Coco. Il arrive. Problème, tu veux un voisin? Si on peut éviter la restauration. Mais du coup, il y a énormément de gens qui sont venus en nous disant on va ouvrir ici et qu'on n'a pas revu, mais parce que la vérité, c'est que les banques ne prêtent pas. Et les banques nous l'ont dit à nous, ils avaient financé pas mal de monde dans la rue dans laquelle on a ouvert, ils ont dit on arrête. Parce que... Il y a beaucoup qui ont arrêté en plus. C'est là. Ouais. Qui ont peiné à démarrer. Après, comme dans n'importe quelle entreprise, encore plus quand tu as un business physique, ça dépend énormément de ton secteur. Ça veut dire que nous, à quelques, même pas kilomètres, à quelques mètres près, on serait plus proche de la gare de Val d'Europe, on triplerait notre chiffre d'affaires sans effort de communication, juste par la quantité de passages qu'il y a. Un peu plus loin. On est un peu plus loin. Et on n'est pas du côté de Val d'Europe. Et quand tu sors de la gare, on est de l'autre côté. Ouais. Donc en fait, on a préparé un petit reel un peu marrant par rapport à ça. Tu nous cherches, il faut sortir la carte au trésor. En vrai, si on fait pas de com, personne se balade là par hasard. Parce qu'en vrai, Val d'Europe plus coffee shop à pitcher, c'est hyper compliqué. Voilà. C'est pas encore une zone. Enfin, c'est commence à être dynamique, mais normalement, ce coin-là, de ce qu'on m'a dit, je connais quelqu'un qui est commerçant là-bas. Il m'a dit c'est un pari sur l'avenir. C'est ça. Et il suit quand même alors qu'il a une bonne réputation dans le quartier. Ouais. Voilà. Alors que tu vois, tu dis c'est un pari sur l'avenir, mais il faut tenir avant que l'avenir il arrive. C'est ça le plus dur en vrai. Mais je crois que la route, si elle continue, après, logiquement, vous êtes bien. Ouais, mais le rythme, c'est parti. Ouais. Je pense que c'est pas mal d'années. Ouais, là, ils ont arrêté de construire, ouais. tu vois. Ouais. Donc, la route, elle continue, tu sais bien, mais il y a plus de concurrents qui vont arriver aussi. Aussi, ouais. Potentiellement. Oui, mais bon, du coup, les conditions justement dans lesquelles tu es, c'est que tu as eu effectivement le prêt. Ouais. Donc, on a eu le prêt d'honneur qui nous a permis d'avoir le prêt bancaire. À ça, donc déjà, il faut considérer aussi que nous, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé au début, c'est qu'on pensait tout financer avec le prêt. Mais pas du tout, parce que le prêt, il y a des choses qui ne peuvent pas financer. Une banque, par exemple, ne va pas financer tout ce qui est immatériel. Donc, tout ce qui est dépôt de marque, les frais d'architecte, si on avait pris. Ouais, tout ça, ça finance pas. Ça va financer que le matériel, le gros œuvre. Tout ce qui est communication, ils ne financent pas, par exemple. Donc, ça veut dire que ça, il faut pouvoir le mettre, avoir l'apport qui permet d'investir là-dedans si ça fait partie du projet. Donc, voilà, il y avait ça. Ensuite, du coup, on a donc, on va dire, dans les grosses charges. Les charges, il y en a énormément, mais on va dire que les gros postes de dépenses, on va avoir le loyer. Donc, on a eu un loyer, ce qu'on appelle progressif. Donc, les 3 premières années, ça augmente chaque année. Au final, on aura un loyer de 2 000 € par mois
pour un local de 83 mètres carrés. Effectivement, comme tu dis, c'est un pari. C'est ce que tu disais, que ça n'existe pas de faire un projet avec zéro risque. Non, bien sûr. Maintenant, c'est comment tu vois, quelle est ta vision, Voilà. qu'est-ce que tu mets en place, quel est le concept. C'est pour ça que je disais, les gens, on le disait encore, ouvrir, c'est le plus facile. C'est comment tu fais pour que ça tienne sur la durée. C'est un marathon, c'est pas un sprint, l'entrepreneuriat. Exactement. Et excuse-moi, je te coupe, mais du coup, ça fait partie de notre réflexion financière. C'est de se dire, en fait, on a énormément investi, on a des mensualités énormes à rembourser, ce qui fait que le loyer est pas très élevé, mais quand tu compenses avec les mensualités, voilà. Mais les mensualités, c'est temporaire. Enfin, si on va jusqu'à la fin et que tout se passe bien, et voilà, il y a un moment, le prêt va se terminer. Et donc, c'est des sous qu'on aura investis, mais qu'à un moment donné, ça va valoriser. Voilà. Tandis que ton loyer, à part augmenter, il va rien faire, quoi. Donc, le loyer, une fois que les mensualités du prêt seront plus là, on sait qu'on sera déjà pas mal allégé. Il y aura d'autres dépenses parce qu'on se sera forcément déclaré, mais voilà. Il y a un truc à préciser, c'est que vu que tu avais une coque vide, tu as créé un fonds de commerce. C'est-à-dire que déjà, c'est déjà un montant, c'est ta sécurité. C'est-à-dire que demain, si ton affaire ne marche pas, tu peux quand même revendre ce fonds de commerce pour amortir, rembourser tes frais. Exactement, c'est ce qu'on s'est dit, et c'est le fameux pari sur l'avenir, c'est qu'on s'est dit, là aujourd'hui, on sait qu'on prend un risque énorme. Enfin, en termes d'économie, moi par exemple, j'avais pas beaucoup plus d'économie que ce que j'ai mis dans le café, et je sais que selon, pareil, les caractères, ça peut paraître complètement démesuré comme décision, mais j'avais envie de faire ça et de me dire, je verrai ce que ça donne, et de me dire, justement, c'est un pari sur l'avenir, et il y a quand même cette sécurité de se dire, c'est aussi pour ça qu'on s'est implanté là. C'est qu'on ne voulait pas faire ça dans une ville plus calme, parce qu'en fait, derrière, là, du coup, ça va être un peu plus terre à terre, et peut-être, j'espère, n'offenser personne en disant ça, mais je trouve aussi que les cafés, c'est un truc où c'est un peu le rêve de tendance de tout le monde, quoi. C'est genre, je vais quitter mon taf, je vais ouvrir un café, je vais faire des gâteaux et je vais faire des latte art. C'est une tendance en Paris en ce moment. C'est le mood ouvrir des cafés. Et je comprends, parce que moi-même, j'en ai ouvert un. Mais ce qui est... mais tu vois, c'est déjà différent. On est plus dans la restauration qu'un café coffee shop pur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai oublié ma réflexion. Ça arrive. Attends, faut que je fasse les cheminements inverses. On parlait du pari sur l'avenir. Et tu voulais pas offenser les autres coffee shops ou les autres personnes qui voulaient en fait ouvrir. Je sais plus où j'allais exactement. Okay, je vais rebroder un truc. C'est pas bien grave. C'est qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas juste un truc à prendre à la légère où t'ouvres un café et que c'est facile et que t'y vas comme ça. Et derrière, c'est énormément de finances qui sont mises dedans. C'est beaucoup de risques. C'est un vrai gros projet, quoi. Et donc, ce que je me disais, c'est que c'est un pari sur l'avenir dans le sens où ça y est, j'ai retrouvé. Voilà. Je voulais pas ouvrir un café pour ouvrir un café. Et juste, mon quotidien, il est cool, je fais des cafés, quoi. Parce que, en vrai, je fais plus la plonge que des cafés, on va pas se mentir. Mais on fait plein de choses, quoi. Il y a tout le côté stratégique, administratif qui est énorme en plus de l'opérationnel. Mais en plus de ça, en fait, ouvrir un café dans une zone où les gens, il n'y a pas de passage, où les gens, où toute la semaine, ils sont au travail parce qu'ils bossent sur Paris, ça n'a pas de sens. Enfin, faut aussi être rationnel et réfléchir à l'emplacement et se dire, le but final, c'est quand même la rentabilité. Ouais. Après, vouloir être riche ou pas, ça, c'est encore un autre sujet. Et bon, on n'en est pas là. Mais à minima, la rentabilité, c'est-à-dire à la fin, voilà, tu ne vas pas te coucher en te disant, putain, je suis encore à moins, je sais pas combien. En parlant de ça, justement, là, en termes de chiffre d'affaires moyen mensuel depuis l'ouverture, qu'est-ce que vous avez réussi à atteindre? Parce qu'on est d'accord, un CA veut rien dire. Parce que il y a tout l'investissement. Attends, je tends mon oreille. Si je dois appeler mon banquier ou pas. On est entre 12 et 18 000 euros par mois pour l'instant. C'est très bien. Ouais. C'est très, très bien. Parce que vraiment, là, en termes de structuration, et là, je pense que c'est là où votre complémentarité a bien fonctionné, c'est-à-dire comprendre et projeter vraiment les chiffres. Inversement, toi-même, mettre en place ces gros leviers et canaux d'acquisition, parce que c'est comme ça, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que je disais faire bon, c'est la base, mais faire en sorte que les gens sachent que vous fassiez bon et que ça se répète et que ce soit au quotidien la même chose, c'est ça tout l'enjeu. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il faut vachement prendre en compte encore plus dans le secteur du café brunch, c'est qu'on est nouveau. Et pour l'instant, on bénéficie de « vous êtes nouveau, donc les gens viennent tester ». Il faut
entre guillemets, transformer l'essai. Tu peux pas Je dis, toi, tu peux te planter. J'ai dit toujours urgence. J'ai dit, quand tu vas au restaurant, quoi que ce soit, les gens vont venir une fois. C'est l'effet Ils vont nouveauté. tous venir une fois. Maintenant, c'est à toi, qu'est-ce que tu vas faire pour les faire revenir. C'est ça. J'ai dit, ils vont tous venir. Ouais, mais c'est ça. Et puis, comme on disait, on a tous envie de tester de nouveaux endroits. Enfin, c'est toujours sympa. Mais après, est-ce que tu y retournes, c'est autre chose. Est-ce que tu le recommandes, c'est encore autre chose. Et puis, tu as le côté, nous, il y a un truc, c'est que quand on a ouvert, on n'était pas vraiment prêt. Mais à un moment, il fallait ouvrir. On n'est jamais Prêt, hein. Voilà. Ouais, tu vois, qu'on commence. Et on s'est dit ça. On s'est dit, on n'est jamais prêt. Mais du coup, tu avais aussi le risque de dire, t'es pas assez prêt pour convaincre les premiers. Donc, tu vas perdre peut-être tous les premiers parce que tu seras pas, tu vois. Oui. Bon, on les a pas tous perdus, mais je pense quand même qu'au début, il y en a quelques-uns qui... Et ce qui est dommage, c'est que les premiers qui viennent, c'est ceux qui sont dans le quartier proche. Et au début, honnêtement, Ouais, c'était pas. ouais, on en a perdu. Mais parce que parce c'est qu'on normal, apprenait, en T'es pas fait. encore prêt. Et, mais genre, Le coût de production, le délai d'attente, le service. Ouais. Ah, mais ça, Plein de petites choses. c'est des choses qui se cumulent et en vrai, tu sais que ça. c'est les premières impressions et en vrai, Et dans la restauration, ça pardonne pas. Je pense qu'il y a plein de domaines où c'est Oui. compliqué, mais dans la restauration, c'est vous vrai. aviez que- fait un pré-opening. Non. Voilà. On avait Ça, ce c'est- projet-là. Ouais. Et Les prochains, on en avait plein. ça, c'est ce que je recommande de faire vraiment les pré-openings parce que ça te permet de réguler tout de suite. Et moi, quand j'accompagne justement les porteurs de projets, je leur dis, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas à ouvrir. Là, il faut tout tester, tout régler. Et cette période-là, c'est une période de pré-réglage qui est essentielle parce que j'ai au feedback des gens qui vous sont proches, qui sont du coup bienveillants et vous leur dites, donnez-moi toutes les claques qu'il me faut parce que c'est maintenant que je dois les faire. Ça. Et si je dois me merder, c'est maintenant parce que je vais suis corriger, d'accord. tu vois. Mais ça fait partie des choses que si on le refaisait, on ferait différemment. C'est mentir de dire qu'on n'a pas du tout fait de pré-opening, mais on l'a pas fait sur la totalité. En fait, nous, à la base, le brunch, on faisait ça que le dimanche. Et le reste de la semaine, on faisait du salé en vitrine, etc. Et du coup, on a fait un pré-opening dans le sens, c'était nos proches qui venaient sur un service de brunch. On a fait ça 2 fois. Et on avait fait une campagne de crowdfunding au début. Oui, c'est vrai que ça, je l'ai pas parlé dans le financement. On s'était mis un objectif de 8 000 €. Ouais, je crois que c'était 8 000 €. Et on a atteint... Attends, c'était 8 000 €. C'était... Bon, je sais qu'on était 1 000 € en dessous de ce qu'on voulait atteindre et on a complété pour pouvoir quand même débloquer les fonds. Parce que du coup, le crowdfunding, si tu n'atteins pas, tu touches rien. Tu touches rien. Et on l'a dit aux gens, on a dit il nous manquait tant, on a complété, voilà. Et on avait proposé aux gens qui avaient participé au crowdfunding de venir au brunch d'ouverture pour que justement on puisse avoir ces retours-là. Mais on l'a fait que sur le brunch. Et en fait, c'est pas sur le brunch qu'on s'est fait surprendre, c'est sur le reste, ce qu'on n'avait pas testé finalement. Et c'est vrai que maintenant, ça nous paraît évident qu'en fait, t'es obligé de faire des entraînements avant d'y arriver, quoi. Et c'est vrai que quand t'es pris dans le temps, t'es pris dans le truc, t'es pris dans le focus. jus, en fait. Ce que je disais, c'est que les réglages, c'est avant. C'est là où tu peux vraiment observer et du coup avoir vraiment un vrai flux. Et ce que je disais, c'est quand tu n'envoies pas le vrai flux, tu peux pas corriger. Non, c'est Tu clair. peux rien faire, en fait. En fait, je trouve que c'est bien d'avoir une base assez solide de départ, tout en gardant de la flexibilité. Et tu te dis, en vrai, là, je sais que c'était un essai. Maintenant, il y a plein de choses que je vais régler à droite à gauche une fois que j'aurai vraiment du monde. Mais au moins, tu as des choses à régler. Tu pas tout à construire quand il y a du monde. Mettre du café dans la machine à café. Par exemple, tu vois. T'es là, genre, mais il y a rien qui coule, je comprends pas. Mais je comprends la douleur, en fait, de ce que tu racontes là, parce que il faut l'avoir vécu une fois pour comprendre que tu peux pas te refaire avoir. Et on est tous passés par là. C'est pour ça que je disais, en vrai, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, mais c'est sûr que pour les gens qui se lancent, se faire accompagner, ça aide à éviter tous ces points-là et ça t'aide surtout à pas perdre beaucoup d'argent. Parce que c'est beaucoup d'argent perdu au final. Mais c'est du temps, de l'argent. Énormément, beaucoup d'argent. Et moi, je le sais, parce que quand on a fait notre première Japan Expo en événementiel, on a lancé notre première Bubble Tea Bar, justement Bubble Fever à la Japan, je me rappelle, c'était en 2011. Quand on a fait la première édition, on n'a rien compris. Le flux était démentiel. On était les premiers Bubble Tea Shop en événementiel. On s'est fait tataner la face. On s'est fait tataner la face. On ne pouvait plus faire pipi, ni caca, ni manger. C'était impossible. Le flux était Combien en chiffre d'affaires, s'il te plaît? Bonne question. Par les chiffres. Par les chiffres, Non, mais on était énorme. Tu sais quoi, on s'est fait insulter. Alors, en fait, on était débordés. La file d'attente n'arrêtait pas. Et on se faisait insulter au bout de 2 heures. Le pendant.
Ah oui. 2 heures d'attente. Les gens, ils ont dit, c'est inadmissible, 2 heures, vous rendez pas. Ou les gens nous insultaient. J'ai dit, putain, mais on voulait vraiment qu'ils vivent une bonne expérience. Et on s'est en train de se faire démonter. On se faisait démonter dans le mauvais sens du terme. Et moi, j'étais traumatisée. Ouais. J'ai dit, purée, plus jamais. Mais ça, c'est Plus horrible. Hein. jamais. Quand tu veux bien faire Tu les veux vraiment bien choses faire. et qu'il y a tout qui s'accumule. Et c'était horrible. Oh là Le jus, là. le jus, mais Ah le jus de la ouais. restauration. Ça fait vraiment mal. Et ça fait vraiment mal parce que Ouais. tu te déçois. Vraiment, tu Mais te c'est C'est déçois. ça. parce que tu prends personnellement. Bah, bien sûr. Je me suis fait Mais insulter. T'as le jus en mode rush qui te... Genre, c'est dur, mais tu t'en sors. Et Ouais. t'as le jus où tu sens que là, t'as Débordé. dépassé le non-retour. Ouais. Ah ouais. Et là, c'est... Ça te vide d'un coup. Ah, et non, ouais, mais- ouais. Et en fait, le truc, c'est que justement, en fait, le truc en plus en événementiel, c'est que ta capacité à rectifier, ça doit être immédiat. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la première journée, quand on s'est fait démonter, on avait encore 3 jours Ah d'exploitation. ouais. On s'est dit, on revoit tout. Et là, tu dis, On allô, voit les tout. frais maladie. Merde, je suis entrepreneur. Bon. Tout ce que tu as engagé en termes de frais, c'est pas possible. Tu as Ouais. mis trop d'argent en Bah, fait, bien pour faire sûr, le truc, ouais. c'est pas possible. Tu as mis du staff, tu as mis du monde, tu as tout planifié, tu as le stock qui dort là-bas, tu te dis, purée, j'arrive même pas à le sortir. C'est pas normal. Mm. Donc il a fallu, après la fermeture, on a tout réagencé, tout revu, tout réajusté. Et en vrai, ce que je disais, c'est qu'en événementiel, c'est super exigeant parce que t'es obligé de te corriger dans l'heure. Ouais, ton C'est flux de à la minute, production, ton en flux de fait, production, et quand tu as immobilisé autant d'argent pour si peu de jours d'exploitation, donc oui, tu paries gros, mais tu perds beaucoup aussi. Ouais, c'est vrai. Et donc tout est condensé. Donc c'est vrai que cette sensation-là, quand tu l'as appris à force, tu finis par les corriger. Mais c'est là où je disais que le terrain, c'est la meilleure des Ouais. écoles. Mais tu parlais d'accompagnement et nous, on s'est pas fait accompagner. Alors, on a essayé d'aller grappiller des conseils à droite à gauche. On a eu la... Pas rencontré. Non, quel dommage. Rencontré la bananerie. Bah voilà, On s'est pas connus vous avant. arrivez trop tard. Mais pour vous, c'est pas trop Voilà. Passe des. Ah, rebond. On l'a posé, on l'a Et posé. il va ouvrir Red Coco à Val d'Or. Oh là 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 là. Chi. Pardon. Pas le dire. Moi, j'avoue, j'ai le côté autodidacte que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé aller chercher de l'information, ça nous a beaucoup challengé. Mais en vrai, après, quand on est arrivé, parce qu'on a ouvert le 19 mars, on est arrivé le 19 mars, on a ouvert, on était déjà rincés, quoi. Et on était morts. Et en fait, j'avais écouté tellement de podcasts et tout qui disaient que justement, c'était bien de se faire accompagner. Et financièrement, on savait que ça rentrait pas dans notre budget. C'était aussi ça, on va pas se mentir, hein, c'était une réalité à ce moment-là. Si on se faisait accompagner, que ce soit d'un point de vue architecture, que ce soit d'un point de vue entrepreneuriat, par rapport à l'énergie que tu passes, aux doutes que tu évites. Et nous, entre guillemets, on a eu de la chance quand on a ouvert. On s'est pas dit, waouh, on a fait n'importe quoi. Aujourd'hui, la cuisine, comment elle est disposée, ça a du sens. On arrive à travailler en équipe. Le bar, il est bien structuré. La salle, elle est optimisée. Enfin, probablement qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire encore mieux avec de l'expérience. Mais je veux dire, à la fin, on s'est dit, OK, ça ressemble à quelque chose. Mais t'imagines si tu fais ça et que derrière, tu t'es planté sur un truc, C'est ça. va rattraper, ça te coûte, en fait, au final, Tu le peux budget plus. que ça t'aurait coûté dans C'est ton qu'en fait, ce que je accompagnement. disais, tu le vois. nombre de personnes qui, du coup, travaillent par défaut avec un outil de production défaillant. Et le problème, c'est que tu payes l'erreur. Ouais. Chaque mois, Tous les jours. Voilà. Ah ouais. Voilà, Tous les jours. exactement. Et le problème, c'est que tu es obligé de travailler par compensation. Ce qui fait que tu fais subir de la fatigue au staff, tu fais en sorte que l'outil n'est pas fluide, et en fait, tu es Exactement. obligé de supporter ta charge tout le long. La punition, elle est tout au quotidien. Et c'est pour ça que je disais, c'est violent, mais c'est une réalité. Donc les gens, s'il vous plaît, tu sais, la majorité de ceux qui me venaient me voir me disaient, ouais, Rosalie, donne-moi des cartes, donne-moi des recettes. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Je veux juste que tu me dises quoi faire comme recette. Je dis, mais ça, c'est facile. Ouais, c'est vraiment... Franchement, vous vous rendez pas compte, les recettes, c'est plus facile. Les gens me disent, ouais, mais dis-moi la liste de ce que je veux acheter. Mais ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, il y en a Ouais. plein qui vont acheter du matos qui leur servent à rien. En plus, oui. Il y en a plein effectivement. Et en fait, ils me disent, mais en fait, j'aurais dû faire ton truc avant parce que j'ai acheté des trucs qui me servaient à rien. Nous, on a une Typiquement. plancha qui est super belle. Voilà. Elle brille. Elle est hein. sortie à la plancha. Je peux te dire, elle brille, mais alors là, elle brille. Le hein. nombre de gens qui m'ont dit, j'ai acheté une plancha, j'ai acheté telle machine, Ah j'ai acheté ouais. tel truc. On Et là, ils me disent, l'utilise, j'ai une une fois, Elle est sur la cagnotte, les gars. La plancha. Il y a une tombola bientôt. Je trouve que les fiches recettes, c'est la base, mais il y a toute une logique derrière Ça. qui doit te permettre de produire. Genre, C'est ça. dans la tête de planchon, mais encore une fois, je ne juge pas, parce que moi, la première, avant d'avoir ouvert le café, j'étais en mode, putain, la recette, c'est grâce qui va faire la différence. Il nous faut le gâteau qui a ce goût-là. C'est sûr, c'est important.
Mais derrière, si tu fais ce gâteau qui a ce goût-là et que dans un an tu fermes, ça n'a pas de sens en fait. Surtout si tu mets 2 heures à le sortir. Bah, c'est Ouais. ça, tu vois. Et, ou que, en fait, c'est un truc, parce que nous, on a ça aussi, on fait que du fait maison. Alors, c'est super. Mais alors, derrière la gestion, ça veut dire que, bah ouais, c'est ça. Et quand t'as plus de. En termes de temps. Très cher. Ça coûte très Et cher. quand t'as plus de stock, comment tu fais? Parce que là, typiquement, aujourd'hui, on fermait à 16h30. On a eu plus de monde que ce qu'on pensait pour un lundi. On arrive à 15h45. En sucré, il me restait la moitié de ma carte. Ça arrive pas souvent parce qu'on anticipe au maximum. Mais ça la fout mal, tu sais, t'arrives et t'es là en mode « Bienvenue, j'ai plus ça, j'ai plus ça, j'ai plus ça, j'ai plus ça, mais on est super, vous inquiétez pas. » Tu vois? Et ça, c'est une vraie gestion qu'il faut penser dans tes fiches recettes, parce qu'un super gâteau, ok, mais si derrière ça te met 1 heure à le faire, qui se conserve qu'une seule journée, et que en plus, c'est au frais, ou enfin, tu vois, des trucs, en fait, c'est trop important, quoi. Tu sais, l'enjeu, en fait, sur une carte, c'est d'arriver, en fait, à proposer assez de valeur pour que les personnes se disent que l'offre, elle est vraiment comprise, reconnaissable et c'est assez signature. Et en même temps, ne pas tomber dans le travers de « j'en mets plein ». Ouais. Et ça, mon Dieu, le nombre de restaurateurs, enfin de porteurs de projets que j'accompagne qui en mettent beaucoup trop. Et moi, j'ai lag. Je dis, le but, c'est d'assurer peu, mais très, très bien. Ouais, je suis Si tu arrives à surdélivrer cela, t'inquiète pas que ça va pouvoir en fait faire une rotation et tu pourras ajuster ta carte. Mais franchement, on a tous envie d'en mettre tellement trop, alors qu'en vérité, c'est la simplicité en termes de lecture qui va te permettre d'encaisser mieux, Exactement. d'optimiser la file d'attente et de faire en sorte, c'est gratuit pour vous. Mais vraiment d'optimiser tout ça, mais on se rend pas forcément compte. Mais je suis d'accord. En fait, dans la neuroscience, on faut pas mettre trop de choix parce que très compliqué de. En fait, choisir, c'est renoncer, comme on dit. Et moi, quand je vais dans un resto et qu'il y a une carte où il y a plein de choses, j'hésite toujours. Si c'est. Alors Allez, que tu prends toujours la même chose. Pas toujours, oui, presque. Et toi, il y a 3-4 choses. Enfin, je fais par élimination. Je sais que j'aime pas le poisson, j'aime pas le truc. Et du coup, je vais prendre le bœuf. Comme au resto, on va. Je prends le bœuf. Je prends le bœuf tout le temps parce que voilà. Et du coup, j'ai pas ce sentiment de j'aurais dû prendre ci, j'aurais dû prendre ça. Et par exemple, avec des amis où on est beaucoup, avec une grosse carte, à chaque fois, je dis putain, il a bien choisi. Et en gros, il y a ce concours de c'est moi qui ai fait le meilleur menu. Et moi, je suis déçu. Ça me donne pas forcément envie de revenir. Hein. Ça me donne envie de dire j'aurais dû prendre autre chose. Ouais. Parce qu'en fait, les restos, comme tu dis, on va tester un peu partout. Il y a pas de. J'ai pas forcément de resto préféré où je vais revenir à chaque fois. Addicté. C'est le mot qu'il a passé. Il avait un chat dans la gorge. Mais c'est vrai qu'addictif prend toujours la même chose. Hein. Ah, mais je dis ça parce que mon concept, c'est ça. Ça, c'était 3 plats, 3 sandwichs. Ah ouais. C'était ça. La roue libre aussi, mais c'est vrai. La roue libre, l'offre, c'est quoi? En fait, ça change tous les jours. 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Ouais, on est plus sur 4-5 plats, selon les jours. Enfin, Ok. Et on est sur donc un choix assez restreint, un truc qui bouge tous les jours. Comme quoi? Alors, c'est quoi? C'est plutôt... Plutôt une base de cuisine française, t'as quelques classiques. Et après, nous, notre chef, il adore la cuisine asiatique. Il a été apprendre des plats avec ma mère, par exemple, Non. à la Mézerbe. Incroyable. Et du coup, c'est pas fusion, c'est juste à la carte, tu peux avoir un bœuf bourguignon et je sais pas, un bibimbap, une petite soupe vietnamienne, un truc. Trop stylé. Ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment roue libre. Ça porte bien son nom. C'est vraiment roue libre. Ouais, mais après, c'est trop marrant, bien. ça marche. C'est ça, moi ce que j'allais dire, c'est que chez nous on fait des cartes saisonnières, mais du coup ça marche aussi où là la carte elle change tous les jours. C'est que si tu as envie de proposer plein de trucs, tu peux le faire, mais à des moments différents, quoi. Ça permet de restreindre, mais Meilleure gestion des stocks. Ouais, carrément. Mais au début, on changeait notre carte toutes les semaines. MDR, dur. Beaucoup Très, très dur. d'efforts logistiques. Très, très dur. Ouais, et de pertes conséquentes. Ouais, Pour que c'est impossible en fait de tout vendre en une semaine. Que le client puisse s'identifier aussi. Voilà. Parce que si tu changes tout. Enfin, là, c'est un peu différent. Pour Paris, je pense que Oui, c'est ça. c'est bien, mais. Quand t'es déjà dans un concept. Ouais. C'est ça. Et puis le gars, il y a un truc qui lui a plu, il revient 2 semaines après, il dit je vais prendre ça, j'ai plus. Ah, C'est dur. ouais. Je suis d'accord, ouais. Pour toi aussi, j'imagine. Ouais. Et là, du coup, on a 4 plats salés par saison. Et c'est beaucoup plus simple à gérer. Les gens, ils savent aussi pourquoi ils viennent. Là, oui. Et ton panier moyen, il a combien? Il aussi, ça dépend, parce que du coup, t'as le panier moyen brunch et le panier moyen goûter. De la semaine, ouais. Tu vois, enfin, goûter. Quand je dis goûter, c'est en général, les gens, ils prennent une boisson et un gâteau. Le panier moyen brunch, on est exactement à 27,50 du coup. Parce qu'en gros, si tu veux, on a une formule à 25 €. Donc, c'est la formule classique. Tu vas avoir un plat salé, un jus d'orange et un granola bowl.
Donc en soi, tu as déjà le sucré et le salé. Et la formule gourmande qui est à 29,50. Donc entre guillemets, pas beaucoup plus. Parce que dedans, on rajoute une pâtisserie fait maison et une boisson chaude. Et en fait, si tu prenais tout à la carte, en vérité, rien que prendre une boisson chaude en plus, tu payes déjà plus que la formule gourmande. Donc les gens, automatiquement, prennent la formule gourmande. Il y en a plein qui prennent le dessert à emporter parce que tu roules après, sinon. Mais du coup, ça nous permet aussi, je trouve, d'avoir un panier moyen qui est quand même assez élevé dans la restauration. Et d'autant plus dans un quartier, c'est vrai, ça correspond pas au quartier. Et donc, sur les goûters, là, ça va être différent. On avait un panier moyen qui nous frustrait, qui est tourné autour des 8 €. Et là, on a élargi notre offre sucrée, pour le coup, en proposant des produits plus élaborés, mais du coup aussi plus élevés, qui nous permet d'atteindre un panier moyen un peu au-dessus. On est presque à 10 € pour le goûter, quoi. Donc, c'est beaucoup plus... Le brunch, si je comprends bien, c'est pas que le week-end, c'est toute la semaine. Ouais. Maintenant, on fait 10h30 à 15h, brunch tous les jours. Et puis après, on le dit aussi aux gens, il y a la formule brunch. Le concept, c'est qu'on fasse du brunch. Mais il y a des gens qui viennent pour déjeuner. Et juste, ils prennent un plat salé, une boisson froide. Et puis... Ça leur fait... Ouais, ça marche dans les deux sens. On essaie de réfléchir la carte pour que... Là, actuellement, en automne, on avait le cheesy pumpkin. C'est un grilled cheese avec un velouté de potimarron, des pommes de terre rôties et de la salade. Ça, en vérité, c'est quelque chose qu'on ne mange pas que pendant le brunch. Enfin, ça peut être... Et l'idée, c'est un peu ça, mais sans aller trop vers le déjeuner classique, parce que sinon, après, tu te perds. Faut pas vouloir tout faire, je pense. Mais ouais. Ok, et d'ailleurs, tu fais des ateliers aussi. Ouais. Ça, c'est venu à l'écriture du concept, on va dire. Oui. Ok, donc tu savais déjà que tu te différencier. Ok. Tout à fait. En fait, pour tout dire, l'ouverture du café est venue d'une blague. Okay. On a des potes qui nous ont dit... Ils sont allés faire un atelier peinture sur céramique à Paris. Et j'avais déjà participé à un atelier, j'avais adoré ça. Et ils participent à cet atelier et ils nous envoient un message venez les gars, on ouvre un café céramique vers chez nous. Okay. Et moi, je leur ai dit si vous rigolez pas, moi je rigole pas. Non, en fait, c'est parti de ça. Okay. Et en fait, on s'est très vite dit on va pas être dans l'illusion. Un café céramique sur Paris, ça a du sens. Parce qu'il y a du passage, il y a suffisamment de monde pour que, en gros, tu puisses faire cette activité une fois tous les ans et que ça remplisse quand même. Nous, à Marne-la-Vallée, tu fais un café céramique, je pense que la moitié du mois, tu as du mal à remplir. Je dis pas que c'est impossible, et en vrai, je ne l'ai pas essayé, donc je peux pas savoir, mais on s'est assez vite dit, et il y a aussi, il faut faire attention, je pense, à l'effet de mode. C'est-à-dire qu'au moment où on a pensé le projet, le café céramique, c'était dans la tendance, ça l'est toujours encore un peu aujourd'hui. Il y a un moment, ça va s'essouffler, comme tous les effets de mode. Souvent, ça finit par s'essouffler. Donc, on s'est dit, si on s'enferme dans le café céramique, qu'on investit dans le four, parce que le four coûte super cher, le matériel, l'espace, on le pense pour ça, on va vite se retrouver bloqué. Donc, on s'est dit, OK, on va pas faire un café céramique, mais on va penser à un endroit où on peut faire plusieurs types d'activités. Donc, c'est là où on s'est dit, on va mettre des ateliers créatifs, mais pas que la peinture sur céramique. Et après, on s'est dit, on va pas tenir en faisant que des activités. Et donc, on va coupler l'activité de restauration avec les activités. Et c'est comme ça que petit à petit, on s'est dit, le brunch, pour nous, c'est ce qu'on mange le plus, c'est ce qui a du sens. Donc, on va aller vers ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a créé un mélange des deux tout. Mais la frustration, mais après, ça fait partie du jeu, c'est qu'au moment où on avait l'idée, c'était pas encore... il y a 3 ans, on n'entendait pas trop parler des endroits qui faisaient des ateliers créatifs. C'était très niché sur Paris. Maintenant, j'ai l'impression que tu pousses la porte de n'importe quel endroit, il y a un atelier créatif qui se cache derrière, quoi. Après, tant mieux, parce que ça veut dire que ça plaît. Il y a une demande. Voilà, ici, c'est atelier podcast. Tendance. Et en plus, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que ta part de chiffre d'affaires, vraiment, elle est liée à la restauration. La partie animation, en réalité, franchement, elle est anecdotique. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail pour créer une expérience. Exactement. Et ça, il faut être lucide. Tu peux pas la valoriser encore au niveau que tu aimerais, parce que finalement, c'est un peu l'attraction qui crée, entre guillemets, on va dire, l'acquisition et la fidélisation. C'est ça. Et c'est pas là-dessus, en fait, que tu capitalises véritablement. Exactement. Un chiffre. Pour nous, les ateliers, aujourd'hui, c'est un élément de différenciation. Alors, comme je disais, qui devient de moins en moins différenciant du fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'implantent. Et c'est aussi pour ça qu'on continue à réfléchir à d'autres choses pour se différencier. Mais aujourd'hui, c'est un élément de différenciation dans le sens où les gens passent devant la vitrine, ils voient le planning des événements, ils disent « Ah, sympa, peut-être qu'on pourrait venir pour faire ça ».
Alors que s'ils voient une carte, ils disent « Ah, sympa, faudrait qu'on vienne goûter », mais il n'y a pas ce rendez-vous de « là, je vais venir, je vais faire ça ». Il y a aussi le côté qui est important aujourd'hui, c'est une activité qui est instagrammable. Les gens le partagent beaucoup sur les réseaux. Donc, en termes de communication, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Au-delà du fait qu'on aime aussi avoir cette ambiance créative dans le café, parce que c'est très différent, les gens qui viennent manger, que les gens qui viennent peindre, ça n'a rien à voir. Et c'est très sympa aussi. Et en fait, aujourd'hui, nos ateliers, c'est ce que je disais, on est rentable, mais on ne dégage pas de bénéfices dessus. Et encore, je dis, on est rentable. C'est un très gros raccourci. Ouais, en fait, c'est juste, on ne perd pas de sous à la fin de l'atelier à proprement parler. Mais si tu regardes dans la globalité, quelqu'un qui fait un atelier pendant 2 heures, il faut savoir que les gens, quand ils sont lancés dans de la créativité, ils ne s'arrêtent jamais au bout de 2 heures. C'est difficile de les stopper. Donc, on va dire que tu prends ta table pendant 3 heures parce qu'il faut l'installation, il faut les 2 heures d'atelier, la demi-heure où tout le monde part, prend son manteau, machin. En gros, ça te bloque une table pour 3 heures. D'autant plus que sur une table de 2, sur certains ateliers, tu mets que une demi-personne plus ou moins. Enfin, en gros, il te faut une table de 4 couverts parfois pour installer 3 personnes pour un atelier. Donc, tu perds aussi ce couvert potentiel. Sur l'autre, bah oui. Ces gens-là, c'est des gens qui pourraient venir prendre un goûter. Globalement, tu as toujours des tables qui vont un peu prendre leur temps dans le goûter, mais on va dire les gens qui prennent un goûter, c'est quoi ? C'est 1 heure. Et une table qui prend un gros goûter, parce que maintenant, voilà, on a plus de produits intéressants sur le goûter, ça va être bien plus rentable pour nous de faire tourner la table sur 3 goûters que sur un atelier. Et ça, c'est pas à eux de le comprendre, mais les clients, ils ont du mal à le comprendre. Ils vont se dire, ah, les ateliers, parfois, il y en a qui vont se dire, c'est cher. Mais en vérité, par rapport à ce que ça représente, il y a l'espace, il y a l'artiste qui vient, il y a le matériel, il y a l'organisation, enfin, on a une pâtisserie qui est incluse dans l'atelier. En vérité, c'est énormément de mise en place et de travail derrière parce que cet atelier puisse exister. Ah, mais je comprends. Et l'enjeu du festival, c'est ça, c'est vraiment des expériences et ça va être vraiment créer des ateliers avec des intervenants de qualité qui sont là pour prendre le temps pour animer une expérience singulière, qu'ils ne verront pas ailleurs. Mais c'est ce que je disais, ce qui est assez paradoxal dans les moments immatériels, c'est que c'est ça que tu vas retenir à la fin. En termes d'émotion, c'est ce qui t'aura marqué. Et pourtant, en fait, souvent, avec le côté immatériel, il y a un côté rapport à quel argent je mets. À valoriser, c'est difficile. Exactement. En fait. Et en fait, le problème, c'est que la valeur perçue, elle est énorme, mais les gens ont toujours du mal. Complètement. Bizarrement. Alors, c'est le portefeuille. Oui, mais c'est ça qui est ouf. Pourtant, à la fin, ce que tu vas retenir, c'est l'émotion. Et c'est là où je me dis, regarde, quand les gens sont prêts à mettre des sommes folles pour un concert, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est une expérience, en fait. Mais quelque part, tu prends pas. T'es allé chez Monsieur Nov. Oui. Tu pars pas avec Monsieur Nov chez toi, tu vois. T'es venu. Ah merde. J'annule. T'es parti vivre une expérience, une émotion. Et ça, quelque part, pour moi, c'est priceless. Parce que c'est une fois dans ta life, potentiellement. Et ça, je pense que les gens ne comprennent pas que ces petits moments-là distillés dans ton quotidien, c'est d'une préciosité incroyable. Et c'est plus facile à faire comprendre aux gens, je trouve, quand c'est dans l'exceptionnel que quand c'est dans le quotidien. Ouais. Et en fait, ce qu'on comprend pas, c'est qu'un café autour d'une table, c'est exceptionnel. C'est un moment bien sûr. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est tellement quotidien que tu ne le chéris plus. Et en vrai, c'est cette capacité à avoir la valeur dans ces moments les plus simples. À avoir ça tout autour de nous, là, avec tes personnes que nous avons là, c'est d'une richesse incroyable, les amis. Sur une table ouverte. Sur une table bien choisie. C'est ça. On a mis du temps avec Laura. Mais c'est un vrai sujet pour moi, parce qu'aujourd'hui, on valorise que le côté waouh. Mais en vrai, les gars, j'ai envie de vous dire, la vraie beauté, c'est dans ces moments-là. Ouais, mais c'est vrai aussi que vendre le quotidien, c'est pas sexy. Enfin, tu vois, d'un point de vue notre émission de base, pas sexy, hein. Il a parlé des galères que t'aurais voulu savoir. En vrai, on va te dire qu'il n'y a pas de raccourci, tu vas en chier. Oui, ouais. Ça fait pas sexy, mais c'est la vraie vie. Tu vas morfler. Ça. Mais c'est pour ça que derrière la communication, la DA, le marketing que tu mets autour, il est hyper important. Nous, on est... loin de là l'idée de me comparer à Disney, hein, on n'est pas au même stade, mais on est implanté à côté de Disney. Et je trouve que Disney, en termes de ce qu'ils te font ressentir quand tu vas chez eux, pourtant tu payes tellement cher ta place, mais
t'es content d'aller dépenser tes sous, tu vois. Et limite, tu vas pas être aussi exigeant que dans un truc qui t'aurait coûté moins cher, mais parce que t'es à Disney. Et ça, je trouve que c'est parce qu'ils ont tellement travaillé leur image dans toute leur com, le côté, c'est la magie, c'est la féerie. C'est tellement un truc que tu peux... Après, c'est vrai que Disney, c'est aussi grandiose, enfin, on va pas se mentir. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà même de l'expérience que tu vis quand t'es dedans, il y a un peu un truc de, avant d'y aller, t'es là en mode, oh, regarde, il y a la pub là, oh, moi j'y vais à tel moment, t'as envie d'emmener tes enfants, t'as envie de... Enfin, il y a tout ce truc-là de... Tu sais, tout le monde a le cliché de genre, tu réveilles ton enfant, tu lui dis, mon grand, aujourd'hui on va à Disney. T'as l'impression que t'as fait un cadeau de fou, et ça, c'est beaucoup dans l'image. Moi, je vais faire ça demain. Je vais dire, ouais, réveille-toi, on va atelier Yelloco. On va peindre une assiette. Et on dirait, tu as mis des paillettes dans les yeux de tes enfants, tu vas voir. Mais ça, c'est le travail de l'image. De faire des talis pour... Moi, je trouve que c'est... Non, y a pas... c'est bien ce que tu te proposes, c'est bien. Hein. Je te jure. Mais il y a grave des parents qui viennent avec les enfants aux ateliers. Ouais. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est un goal que je voulais de ouf et que j'avais du mal à aller vers ça. Mais je crois qu'hier, c'était le meilleur atelier pour ça. C'était hier ou avant-hier? J'ai plus la notion du jour. C'était le samedi, on est lundi. Ok, c'était avant-hier. C'est qu'on a fait un atelier peinture sur céramique. On avait 14 participants, tous les âges. Genre, vraiment, on avait une diversité d'âges, de profils. J'ai trop kiffé ça. Parce que j'avais un peu ce truc-là de se dire, je veux pas un truc qui parle que à notre génération. Parce que quand tu crées un truc, tu le crées aussi beaucoup pour, tu vois, les gens qui... C'est normal, t'as ton biais de toi, ce que tu vis, tu vois. Mais on va pas se mentir, on a plus de gens de notre génération. Mais le côté de me dire, ah là, il y a des gens qui sont pas de ma génération, ou Kofi, ce que tu veux, ça doit pas leur parler, ils doivent juste se dire, bon, je vais aller peindre une assiette. Bah, j'ai trouvé ça trop cool. Et est-ce que tu as essayé de ramener une grande artiste avec un grand nom et pour pouvoir lancer ton forcément on va dire 20 places limitées et qui va permettre de faire buzzer ton... Ouais, j'y appelle Tonio. Appelle Tonio. Il a les... gars, ouais. Les tuyaux. C'est une très bonne idée. Non, en vrai, c'est une très bonne idée. Bah, c'est pareil, c'est pas la même échelle, mais du coup, l'événement auquel t'es venu, on a fait une journée autour du pandan ou pandan, selon la prononciation de chacun. Mais du coup, bah, c'est quelque chose qui est encore pas très connu, à part dans la communauté asiatique, parce que c'est quelque chose qui culturellement, voilà, les gâteaux verts, tout le monde connaît, quoi. Mais du coup, on a fait cet événement-là. On a été approchés du coup par les deux personnes qui organisaient ça. Tony et Ali. Exactement. Qui ont une certaine communauté qui les suivent. Et du coup, c'était un peu notre crash test. Et on leur avait dit, on a été sincères, on a dit, nous, on est hyper partants, mais on n'a pas encore organisé d'événements de cette ampleur-là. À ce moment-là, on n'était encore que tous les deux, Rémi et moi, donc gérer le flux, c'était aussi très compliqué. Il y avait un vrai flux en plus. Ouais, franchement, on a été... La journée. Le jour J... Vous avez combien de personnes? Alors, on était... Ils vont l'annoncer ou pas? Est-ce qu'il y a des pré-réservations ou du bullshit? C'était du jusqu'à sold out, sans réservation. Ouais. Donc, en gros, on a ouvert à 9h. On avait un stock de quasiment 400 produits. Et du coup, les gens venaient faire la queue. Et voilà. Et en fait, à 10h, on était sold out. Oh ouais. Alors que nous, c'est violent. Je suis arrivé à 10h et il n'y avait plus rien. Mais, et nous, on pensait, tu vois, que ça tient. On s'était dit ça tiendra jusqu'à 15h. Pas du tout. Alors, on était super contents, mais du coup, on parlait de flux. Le flux laisse tomber pour gérer soudainement une queue. On a pris une vidéo. Après 10h, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour vous? On a passé la journée à dire, je suis désolée, on n'en a plus, on en refera en 2026. Biscuit à coquille. Heureusement, on avait fait des lattés. Et donc, il y avait quand même cette petite compensation où ça, on avait fait un stock de fou et donc les gens avaient ça, mais il n'y avait plus les pâtisseries. Mais du coup, c'est là qu'on a vu le pouvoir aussi de la communication et des influenceurs. Mais surtout la tendance, que c'était pile poil la tendance des pendants. C'est ça. C'était le mood. On s'est dit, je pense que c'est notre prochain levier de développement. En fait, on voulait d'abord se roder et faire de la qualité et avoir l'équipe pour accueillir le volume. Et ensuite, pouvoir aller compter sur ça pour le volume, quoi, tout ce qui est influence. Je pense que pour la prochaine fois, j'ai des contacts pour toi. Je pense. Je sais pas, mais tu sais, c'est l'intérêt, tu vois, du réseau, comme on disait, des connexions. Mais je pense que faut pas hésiter de prendre les contacts. On a des gros leviers là. Là, il faut de l'expertise, il faut du cadrage, l'événementiel. Ça s'improvise pas. Ça demande de l'accompagnement.
j'en sais quelque chose. Ouais. Et on a du calibre ici. Je voulais goûter ce flan pendant que j'avais raté à un autre festival, pardon. Ouais, à Paris. Ouais, bah c'est oui, C'est comme ça que je suis exactement. venu. Et je m'étais dit... Heureusement qu'il y a eu les dernières pas. Je suis arrivé, c'était les 2 dernières fois. J'arrive à 10h en disant en plus, si ça nous plaît, on reviendra à 14h. Ah ouais. Ah ouais, là, c'était pile. Heureusement que je suis pas arrivé trop tôt non plus parce que j'aurais pu venir à 9h et revenir à 14h pour rien. Mais du coup, je me suis dit, si ça relance, je serai là. Ouais. Je serai là. Mais il faut toujours prévoir plus. Hein. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Mais en fait, pour nous, c'était difficile aussi parce que. Quantifier, c'est normal, c'est le premier. Et puis, T'inquiète, on les le achète. challenge avec le produits. festival, ça va être la même chose. Hein. Le festival, ça va être un gros enjeu en termes d'infra. C'est ça. Pour la partie restauration, la partie animation, la partie contenu, la partie sécurité. Ouais, ça va être un gros enjeu. Donc pareil, comment tu contiens en fait de flux. Exactement. Donc quand tu as un lieu, t'as pas de référentiel. c'est ça en fait, c'est ça. Et puis les stocks, tu les achètes. Donc si derrière tu les vends pas, c'est toi qui as pris des risques. Donc derrière, va rester avec tes gâteaux comme ça. 400, ça paraissait un bon nombre. Ouais. En fait, on a doublé les quantités une semaine avant. L'événement était prévu depuis 3 mois. Ouais. On a doublé les quantités commandées une semaine avant le début de l'événement en se disant ok. Il commence à y avoir un engouement. C'est quoi le ticket en fait pour ces produits? On était à combien en fait sur Alors, le gâteau il n'y avait pas de gâteau vert à proprement parler. Tu avais un chiffon cake. Ouais, combien? Je me souviens plus exactement, mais en gros, c'était entre 7 et 8,50 € les produits. Il y avait 5 produits différents et plus le latte qu'on faisait, nous. D'accord. Donc, en plus, c'était c'était des prix qui étaient quand même raisonnables par rapport. C'est la norme pour moi. Je vous avoue, et alors ça, c'était une erreur qu'on est en train de faire et qu'on s'en mordra les doigts plus tard, mais on a aussi un peu le truc de on veut pas rendre les choses inaccessibles non plus. L'idée, c'est de proposer. Il y avait une des promesses qu'on avait, c'était de créer un lieu qui permet aux gens de pas avoir besoin d'aller jusque sur Paris pour profiter d'événements, d'ateliers. Aujourd'hui, ça, on sent qu'on commence un peu à occuper cette place dans la tête des gens et on est très content. Mais du coup, c'est aussi pas le but de rendre le truc complètement élitiste. Alors, on va pas dire non plus qu'on fait de la charité parce qu'on a des charges à payer et c'est une réalité. Mais voilà, on sait, après l'engouement de l'événement, on s'est dit, mais la part, on aurait pu la mettre carrément plus. C'est pas non plus vers là, ce vers quoi on veut tendre. On est plus là et sur de l'exceptionnel. Je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à reconnaître la valeur. Ce qui est intéressant, en fait, c'est normal, c'est le mindset que tu as, parce que tu as envie de partager, tu as envie d'être généreux. Quand on est dans un lieu social, forcément, notre côté giver va ressortir. Ouais. Et ce côté giver, ce que je disais, si on ne le cadre pas, souvent, c'est nous qui payons. Exactement. C'est, au lieu d'être payé à la juste valeur, parce que regarde toute l'organisation logistique, regarde tout ce que tu mets en place en dehors de tes compétences réelles. Et ça, en fait, c'est un vrai coût. Et le problème, c'est ce coût-là que tu prends en charge mentale, mais du coup, aussi au niveau de ta structure. Et ça, c'est pas normal. Oui, c'est ça. C'est ce qui derrière, c'est ce qui peut sur le long terme, en fait, Exactement. Et ça, pour la prochaine édition, non, il faut reconnaître la valeur de l'exceptionnel, justement. Là, comme tu dis, au quotidien, je rends les choses accessibles, mais pour cette opération, pareil. Oui, alors, tu level up, tu peux en fait faire vraiment du 30%. Il y a plein de sujets, les amis. En tout cas, vraiment, je suis très contente. En vrai, on est tous contents, en tout cas, de ce moment qu'on a partagé ensemble avec toi. Ouais. On en profite. Là, tu peux marquer l'épisode de ta trace avec ton message pour le mot de la fin, Lévika. C'est grosse pression. Hein. Ah non, prends-le à la légère. En vrai, moi, c'est souvent ce que je dis et c'est très bateau, mais c'est faut essayer. Moi, j'ai vraiment cette façon de voir les choses. On peut pas savoir tant qu'on n'essaye pas. Ça veut pas dire que ça va réussir, mais essayer et mettre le plus de moyens possible dans la mesure de ce qu'on peut faire en restant en bonne santé. Oui. Parce que s'il n'y a plus la santé, on peut plus rien faire. Mais voilà, faut essayer, faut pas avoir peur, faut s'entourer, faut aller demander des conseils si besoin, mais faut oser le faire, quoi. Sinon après on regrette, c'est trop dommage. Top. Très beau message en tout cas. Ouais. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup à vous. Franchement, c'était très cool. On peut applaudir, ouais, on applaudit. Et on se retrouve pour le prochain épisode, les amis. Mais n'oubliez pas, De s'abonner déjà. donnez de la force, commentez et surtout, encore une fois, partagez les thématiques. C'est-à-dire, si vous avez des sujets ou des problématiques que vous voulez nous soumettre, n'hésitez pas, cette émission est la vôtre. Elle ne sera que utile seulement si vous nous partagez ça. Donc n'hésitez pas, dites-nous en commentaire, partagez, abonnez-vous, comme d'habitude. Et toutes les infos d'Efficace seront en commentaire, bien entendu. Avec plaisir. On vous attend chez Yoloco Café. Coffee. Au Red Coco Fair. Merci beaucoup. Allez, merci. Et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.